All rise, veuillez vous lever. Please be seated, veuillez vous asseoir. L'audience est reprise. Rebonjour. Alors, pour le procès verbal, nous allons vérifier s'il y a des changements dans les différentes équipes, en commençant évidemment avec le bureau du procureur. Monsieur le procureur. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Mesdames les juges. Effectivement, l'équipe de procureurs est maintenant composée par Madame Charlotte Lebène, Madame Paula Sacchi, Monsieur Lucio Garcia et moi-même Gilles Dutertre. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le procureur Dutertre. Je me tourne vers la défense. Maître Taylor. Thank you very much, Mr. President. The composition of the defense remains the same. Thank you. Merci beaucoup, Maître Taylor. Alors, c'est le tour des représentants légaux de victimes. Maître Sita. Merci, Monsieur le juge président. L'équipe de la représentation légale des victimes est restée la même. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Sita. Alors, je reviens vers la défense. Si je comprends bien, c'est le tour de Maître Youssef. Maître Youssef, vous avez la parole. Mr. President, Your Honors, my presentation today will provide a summary on the role of Sharia in Timbuktu prior to and during 2012, and will demonstrate how the system implemented in 2012 was not at all new or foreign to the residents of Timbuktu. I will provide you with a brief overview on the components of Sharia and its interpretation and implementation. I will then address the crucial role played by the Islamic judge prior to and during 2012 in answering the demands of the residents, as opposed to the state justice that had been failing them for decades. Mr. President, Your Honors, the prosecution's opening statement referred to new rules that were also quite alien to the residents of Timbuktu. Islam, Your Honors, has been actively practiced in Timbuktu for generations. The Quran and the teachings of the Prophet, peace be upon him, have been recited every day, throughout the day, in every school and Quranic school, on the radio, in gatherings, through preaching, at every prayer, in every mosque and every home. And what is Sharia, Your Honors, but the legal principles deriving from Quran and through the teachings of the Prophet, peace be upon him, also referred to as Sunnah. Sharia is founded on justice, protection of human life, dignity, equality, and the duty to spread peace amongst mankind. Sharia contains rules that guide the faithful to living in a peaceful society. Sharia obliges the faithful to be honest in their business transactions, to provide assistance to those in need, and to be generous in charity. Sharia contains duties on peaceful human interaction, on maintaining a healthy and respectful marriage, and ensuring mutual respect between spouses. It contains strict rules on consent in marriage, requires for a marriage to be valid the clear and expressed elements of offer and acceptance, also referred to as al-ijab wal-qabul, and strictly forbids forced marriage. So a clear distinction must therefore be made between hudud punishments and Sharia as a whole. Hudud are mandatory punishments fixed by the Quran, allowing the defendant to atone for his sins. Hudud are only one of the many aspects of Sharia, and as will be explained later,
They mainly fall within the prerogatives of the Islamic judge, also known as the Qadi. This case is an opportunity to make this distinction between Sharia as a whole and Hudud as a separate component. As concerns the interpretation of Sharia, there are four main schools of doctrine in Sunni Islam, also referred to as al-madhahib. They are the Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali schools, named after the four respective imams. With the Quran and Sunnah being the primary sources of Sharia, there are additional sources ranked differently according to each one of those madhahib. These include, for example, consensus, also referred to as al-ijma', analogy, al-qiyas, custom, urf, the public good, istislah, equity, istihsan, and progressive reasoning, al-ijtihad. These sources also include precedent from the practices of the Prophet's successors, also called al-khulafa, and decisions of learned judges. Sharia also contains rules and procedure to be applied by a Qadi when studying a certain case, such as the rules on investigation, entering and searching homes, the power to commit or not to commit an act, also referred to as al-qudra, knowledge, ilm, intent, qasd, and the concept of uncertainty, al-shubha. It is indeed a complex system of law, and while the notions and rights and duties dictated in Sharia are known to the layperson in a community such as Timbuktu's, the interpretation and implementation of the sources of Sharia are complex and are only entrusted to individuals who are considered from the scholars, also known as ulama. In Timbuktu, Your Honors, the ulama were the imams, the marabou, the notables, and of course the qadis. These ulemas have for centuries provided guidance to the residents of Timbuktu and have been raising their awareness of Sharia for generations through preaching, regular meetings in schools and mosques. They have historically followed the Maliki school of thought, also known as al-madhhab al-maliki. So it is evident that Sharia has always been an integral part of Timbuktu's daily life, and Ansar ad-Din in 2012 maintained that. Timbuktu for decades has chosen to follow the Maliki school of thought, and Ansar ad-Din maintained that too. In order to respect the customs of Timbuktu's community. This is far from an alien system of law. The defense case will also demonstrate that these rules implemented in 2012 were not new, but in conformity with the demands of the local population. And not only were these rules known and understood by the local population, they were also demanded by Timbuktu's local leaders, notables, and imams well prior to the arrival of Ansar ad-Din in 2012. The defense will showcase testimonies illustrating the fact that Timbuktu has been, well before 2012, a conservative society. The so-called new rules on public conduct and individual behavior were already part of persistent demands from the Timbuktu notables and representatives to the governing authorities. On 12 June 2010, for example, a general assembly took place in Timbuktu comprising local leaders,
they issued resolutions called, in French, Résolution Comité des Mœurs, Assemblée Générale du samedi 12 juin 2010 à la place Sankoré. And they issued findings that will also be explained by defense witnesses. These findings spoke about the deteriorating respect for Islam and its cultural values in Timbuktu. They complained about many aspects of Timbuktu's modern society, the revealing dress code that undermines these values and the passive attitude of state authorities in protecting these values. They called for the creation of a morals committee to implement the resolution's conservative views. They called for the segregation of the sexes in beach gatherings and the banning of the pageant show called Miss ORTM. Demands also included the strict implementation of Ramadan and Mawlud in reference to individuals who do not observe Ramadan, and to dance parties called the Balani Show, taking place during the Mawlud and causing outrage amongst the leading members of Timbuktu society. The list is long, I could go on. As will be shown by the defense witnesses, these demands represented the voice of Timbuktu, way before the arrival of Ansar ad-Din, through neighborhood chiefs and advisors, imams, preachers, fathers and mothers of families, local youth and Islamic associations. They were the fruit of many assemblies, meetings, and intensive mobilization of the local population by the leaders, young leaders, imams, and chiefs. Turning to the justice system, the prosecution's opening statement referred to an irregularly constituted Islamic tribunal. The prosecution lays down its own version of an ideal system, a version far from the religious and socio-cultural reality of the north of Mali. The defense witnesses will demonstrate how the north of Mali has never known the formal justice system the prosecution speaks of. State justice has always been alien to the north of Mali. State justice meant traveling 1,000 kilometers only to find a practicing lawyer with an exorbitant fee and who speaks a different language. It meant paying the attorney a judge fee to compensate for the judge's bribe. In 2011, a study found that there were only 270 lawyers at the time for the entire population of Mali, of 15 million people then. And most were located in Bamako, at least 1,000 kilometers away from Timbuktu, and far more from remote areas. Unfortunately, the state justice system in northern Mali has been, for decades, irrelevant and illegitimate. Customary justice wasn't the second best option. It was the only option. As will be shown by defense witnesses, the North has chosen, well before 2012, the Islamic judge, also known as the Qadi, to resolve their disputes using Sharia, once again, a set of laws they are familiar with, as dictated by the Quran and the teachings of the Prophet, peace be upon him. The Qadi answered their demands for justice, for a justice system that is expeditious, fair, accessible, not corrupt, and most importantly, a justice system that exists. The Qadi was not only recognized by state authorities, but also consulted by state judges in some cases, especially in complex situations that have social implications on the community. For instance, I will cite extracts from a case study that used the Afrobarometer survey to summarize the dynamics between the state justice and the Qadis. I would be grateful for interpretation from the Arabic and the French booth, the Arabic and the English booth, sorry.
The citation is in French. Le Mali est l'un des pays sondés où la confiance dans les autorités traditionnelles est particulièrement forte et dépasse largement le taux de confiance dans les institutions étatiques. De plus, les autorités traditionnelles et religieuses sont les autorités les plus consultées pour résoudre les conflits. Les autorités traditionnelles, critères administratifs et de savoir, mais aussi religieuses, dans le cas des cadis dans la région de Tombouctou, se substituent à la justice étatique du fait de la faible présence et des capacités limitées de l'État dans la gestion des conflits locaux. Un effet de substitution très fort constaté pendant la crise de 2012 et 2013. Un effet de substitution très fort a été constaté pendant la crise de 2012 et 2013. Dans les régions que l'administration, l'armée, les juges, les instituteurs et les élus locaux ont quitté les autorités traditionnelles et religieuses, chefs de village, de quartier et de fractions, notables, cadis et imams, ont repris la gestion publique, notamment par la mise en place de mesures humanitaires, pour assurer la survie des populations dans les zones occupées par les groupes djihadistes. Ce sont aussi elles, pourtant, qui ont collaboré et négocié avec les groupes armés djihadistes. End of quote, fin de citation. This, Your Honours, demonstrates not only the lack of trust in state justice, but also the need for religious authorities, including the Qadi, to take over in order to survive and ensure the survival of the population. This substitution existed before 2012 and was the salvation for the people during 2012 through public management, humanitarian assistance, and collaboration with the groups present. Defense witnesses will speak about Islamic justice in 2012 that provided them with a wide spectrum of services, from resolving their daily family matters, business and land disputes, to providing them with deterrence from major crimes and corruption, and with safety in their homes, shops, and roads. They will testify to the fact that the corrupt state justice had failed them for decades and gave them no choice but to resort to religious justice. The Qadi system has been well established before 2012. Ansar ad-Din did not replace it, Your Honours, it simply reinforced it. The principal judge of the Islamic Tribunal in 2012, Judge Huka Huka, was exercising the same functions as Qadi before 2012, during 2012, and continues to do so as we speak. His functions have simply expanded in 2012. And due to this expansion, he was assisted with other ulama, carefully selected to interpret and implement the provisions of Sharia in accordance with the Maliki school of doctrine. In 2012, only the Qadi was entrusted with the task of issuing sentences, including punishments under hudud. And the ulama are those he consulted with and with whom he could discuss the complex notions of Sharia. Islamic justice in Timbuktu should not be analyzed against a vacuum.
it should be seen with the transitional context at the time. Without the system in place in 2012, disputes would not have been resolved. Crime would have been the only option, as well as summary executions, banditry, and prolonged detention without any form of trial. 2012 in Timbuktu was a critical time, with critical priorities. And the critical priority then was preventing crime and corruption, resolving disputes within a reasonable delay, and ensuring safety in homes, businesses, and roads. This was achieved by Islamic justice to the best of its capacity. And it is impossible and unrealistic to have expected a better alternative, or any alternative at all. Islamic justice, Your Honors, saved Timbuktu from utter chaos. This was not the only motive for resorting to a religious judge and wholeheartedly obeying him without question. Justice is one of the core values of Sharia. Amongst the 99 names of God in Islam, God is called Al-Hakam and Al-Adl, which means the impartial judge and the utterly just. His findings and rules simply cannot be questioned by the lay person. The Quran emphasized in many ways on the orders to the faithful to obey God, His Prophet, and those entrusted with authority. That divine authority cannot be handed to a lay person, but a person with wisdom and above all knowledge of the Quran and the teachings of the Prophet, peace be upon him. This is where the legitimacy of the Qadi is of significant relevance. The Qadi is from the ulama, trusted by the community with a sacred job of interpreting and implementing the word of God. The Qadi was that divine authority that must be obeyed and cannot be questioned. Entities such as the Islamic police and members of the Islamic police, such as Mr. Al-Hassan, members of the Islamic police from the lowest to the highest ranks were equally under that obligation. No member of the Islamic police was from the ulama or had a say in the judgment issued by the Qadi. They had no choice but to implement the sentences. Obeying the Qadi meant obeying God. Defying the Qadi meant defying God. And being considered an apostate, also known as murtad. Being called a murtad, Your Honors, is one of the most serious accusations in Islam and is, in some regions of the world, punishable by death. But not only did the Qadi implement the words of God, the Qadi also honored the duties that form part of the life of every Islamic faithful. Those were duties, not a choice, to serve God and the community, to promote goodness, also known as ma'ruf, and change evil, also known as munkar, and most importantly, a duty to obey the path paved by God and dictated in the Quran, a duty to act against evil, or else inaction would be a violation of allegiance to God. It is this obligation that drove the notables of Timbuktu to convene a morals assembly in 2010, for example, make recommendations against practices that disrespect Timbuktu's cultural and religious values. It is also this obligation that drove some of the locals to join Ansar ad-Din in 2012. These duties won't disappear with time, and the state has done little, if any at all, to allow the people of the North to honor these duties. So how can the people honor these duties without a system in place that supports these values? Inaction is simply not an option. The inaction of the state cannot be met with inaction from the people. People of the North practice a religion that punishes inaction.
and obliges the faithful to take action against injustice, banditry, and corruption, and a duty of the man to provide for his family, protect his community, and develop and reconstruct the land. Without a compatible system that takes all these factors into account, this obligation would have led the population to take matters into their own hands, or otherwise hang on to any straw of rescue that would honor their demands, even if for a few months. Some convened general assemblies and made demands to the state to protect the religious values of the city. Others joined groups that helped them fight injustice and insecurity. But most have undoubtedly fallen victim to the perpetuated cycle of one rebellion after another and one coup d'etat after another. Mr. President, Your Honors, in 2012, it was a system the residents of Timbuktu were familiar with, a system that honored their demands and duties and provided them with justice, not abstract notions of modern-day Western courts that are practically impossible to achieve. It might have not been the prosecution's ideal form of justice, but had Ansar ad-Din implemented the system advocated by the prosecution, it would have constituted new rules that were quite alien to the residents of Timbuktu. This concludes my presentation, Mr. President. With your leave, I will now yield the floor to my colleague, Maître Melissa Beaulieu-Lucier. Merci beaucoup, Maître Youssef, pour votre brillante présentation. Alors, la parole est à Maître... pardonnez-moi, j'ai oublié le nom. C'est Maître Beaulieu-Lucier. Beaulieu-Lucier, merci. Monsieur le Président, honorable juge, Monsieur Alassane n'est pas poursuivi pour avoir personnellement forcé une femme à se marier, ni d'avoir commis de viol ou réduit de femme en esclavage sexuel. Il est poursuivi pour avoir contribué à la mise en place d'un système de mariage forcé et d'abus sexuels de femmes à Tombouctou en 2012. La défense vous soumet qu'en fait, un tel système de mariage forcé n'a pas existé. Si certains mariages ont été en effet conclus entre la population locale et des membres de l'organisation, alors qu'Ansar ad-Din était présent à Tombouctou, ça ne s'inscrivait pas dans un plan commun ou une politique organisationnelle. Ce sont des mariages ordinaires, tels qu'ils étaient conclus à Tombouctou avant l'arrivée d'Ansar ad-Din. M. Alassane n'a certainement pas contribué à l'instauration d'une telle politique organisationnelle ou de plan commun pour forcer des femmes à se marier à leurs membres ou pour abuser sexuellement des femmes de Tombouctou. Il n'y a pas non plus l'ombre d'une preuve qui permet d'établir que M. Alassane avait la connaissance de telles allégations. Je vous entretiendrai donc sur l'absence de système de mariage forcé à Tombouctou, sur l'absence de preuves de la connaissance de M. Alassane et sur la contamination de la preuve par certaines ONG à Tombouctou. D'entrée de jeu, Ansar ad-Din était un groupe religieux qui respectait les enseignements du Coran et appliquait la charia. Tel que mon collègue vient tout juste de vous expliquer, c'était une organisation qui n'acceptait pas les viols ni les mariages forcés. Toute personne qui commettait ce genre de crime s'exposait à une condamnation et à une punition. Le procureur admet lui-même, dans son mémoire préalable au procès, que, et je cite en anglais, « Rape in detention
did not fit within the proclaimed ideology or the rules imposed by the organization in Tombouctou. Fin de la citation. Le procureur fait donc fausse route en affirmant que le groupe contractait ce genre de mariage et surtout aux fins de permettre aux membres du groupe de satisfaire leurs besoins sexuels et que la violence sexuelle était tolérée et même permise au sein du groupe. De plus, et à titre d'exemple, un membre de la police islamique a été accusé et condamné à recevoir 100 coups de fouet lorsque le tribunal islamique a conclu dans son jugement que ce dernier avait commis un viol. Le fait d'avoir porté une arme a d'ailleurs été considéré par le tribunal comme un facteur aggravant. Et le châtiment fut exécuté en public, afin de servir d'exemple et d'avoir un effet dissuasif sur les autres membres du groupe qui seraient tentés de commettre ce genre de crime. Le procureur a présenté la preuve devant cette cour que des femmes avaient été violées à la Banque malienne de solidarité, BMS, en raison de l'environnement permissif qui existait à cet endroit alors que le groupe s'y trouvait. Or, la Chambre a déjà entendu des témoins du procureur qu'ils n'étaient pas au courant que des femmes avaient été détenues à la BMS alors que la police islamique s'y trouvait. Et que si tel avait le cas, il l'aurait su. Et donc, M. Alassane n'était plus sur place. Des témoins de la défense confirmeront ce fait. Les mariages qui ont eu lieu à Tombouctou en 2012 ont été conclus en conformité avec la tradition existante à Tombouctou avant, pendant et après 2012. Cette tradition était acceptée non seulement par la population, mais également par l'État. Il s'agissait de la manière ordinaire de conclure des mariages. Après et avant 2012, les mariages étaient traditionnels et étaient conclus devant un cadi ou un ulema, imam, à Tombouctou. Le document signé par l'autorité religieuse faisait état de contrats de mariage. Les mariages à Tombouctou n'étaient pas célébrés devant des autorités étatiques, mais plutôt religieuses. Des témoins de la défense viendront expliquer qu'en 2012, pour qu'un mariage ait lieu, le consentement des parents ou du gardien de la femme était obtenu par les membres du groupe. Parfois, on pouvait avoir recours à des intermédiaires pour négocier le mariage. Une dot était convenue et le mariage était célébré, suivant les coutumes locales établies. La pratique entourant les mariages à Tombouctou était conservatrice, et ce, bien avant 2012. Ansardine n'a pas créé ou n'est pas la cause de ces pratiques. D'ailleurs, une lecture de l'état du droit familial au Mali nous éclaire sur la manière dont la femme était traitée dans le cadre de l'union maritale. En effet, au début des années 2000 et pour environ une décennie, des efforts continus d'organisations locales et internationales de défense des droits de la femme ont mené un projet de réforme du Code du droit de la famille malien, considéré comme discriminatoire. Tout particulièrement, les provisions prévoyant que la femme était inférieure à son mari, qu'elle lui devait obéissance durant le mariage, et que la femme puisse être mariée aussi jeune qu'à l'âge de 15 ans, alors que pour l'homme, l'âge légal est fixé à 18 ans. Le Parlement malien acceptera ce nouveau code en 2009, ce qui sera suivi par des manifestations à Bamako, Tombouctou et Mopti contre cette réforme, les manifestants soutenant notamment qu'elle était incompatible avec l'islam et avec les fondements de la société malienne. Le président du Mali choisira finalement de ne pas adopter cette réforme et un nouveau code, beaucoup moins favorable
aux femmes sera finalement adoptée en 2011, soit avant Ansardine à Tombouctou. Le procureur admet lui-même dans son document contenant les charges que traditionnellement, les mariages à Tombouctou nécessitaient le consentement de la famille. C'est ainsi que les mariages étaient conclus dans la région. Que nous soyons d'accord ou non avec la manière traditionnelle et conservatrice de conclure des mariages à Tombouctou, qu'on la trouve rétrograde ou ne respectant pas les droits des femmes, ça ne veut pas nécessairement dire que cette pratique est criminelle. Et à Tombouctou en 2012, qu'arrivait-il si la famille ou la future épouse refusait la demande en mariage d'un membre du groupe? Eh bien, des témoins de la défense viendront expliquer que rien ne se produisait. La femme n'était pas mariée avec l'homme en question. Et elle et sa famille n'avaient pas à craindre de représailles ou de persécutions à leur encontre. Les membres du groupe ne cherchaient pas à prendre avantage d'un environnement coercitif afin de prendre des épouses. Une membre de la famille d'un témoin du procureur qui a allégué avoir été forcée à se marier, qui a témoigné que sa famille avait reçu des menaces pour que l'union ait lieu, viendra expliquer à la cour que sa famille n'avait pas reçu de menaces pour que l'union ait lieu. Ce témoin viendra expliquer à la cour que sa famille n'a pas reçu de menaces quelconques, qu'elle voyait le membre de sa famille tout au long de la durée de son mariage, qu'elle allait la visiter chez elle, qu'elle voyait même son mari occasionnellement. La voisine de cette femme viendra expliquer à la cour qu'elle voyait cette femme dans le quartier alors qu'elle était mariée à un membre du groupe. Cette femme n'a pas été emmenée et enfermée contre son gré. Ni les circonstances de ces mariages, ni les mariages en eux-mêmes n'ont été conclus parce qu'un environnement coercitif existait. Il ne s'agit pas de mariage forcé tel que prévu par la jurisprudence, notamment dans l'affaire Ongwen. Et ces jugements ne s'inscrivaient pas dans un système. Des témoins de la défense viendront expliquer que les membres d'Ansardine n'étaient aucunement encouragés à marier des femmes locales, ne se voyaient pas offrir une femme lorsqu'ils joignaient le groupe, comme on pourrait s'attendre d'un système ou d'une politique organisationnelle. Même que, et selon un témoin du procureur, les femmes étaient heureuses de se marier à des membres du groupe. Ce n'était pas honteux. Ils étaient les personnes en charge de la ville. Et ce n'est qu'après l'intervention française que c'est devenu mal vu. Ce même témoin, à la question de la défense, à savoir si en 2012, certaines familles avaient encouragé leurs femmes, leurs filles, à épouser ces dirigeants,
parce que les familles avaient eu l'impression qu'elles pourraient bénéficier de la position du mari à Tombouctou, le témoin a répondu au transcrit 46. Oui, oui. Et je pense que le facteur principal, c'était le facteur économique. Parce que la ville se trouvait dans une situation très mauvaise. Et ces gens disposaient de moyens financiers substantiels. Alors, c'est comme si une famille pauvre pouvait se marier à une famille riche. Et à la question de la défense, à savoir si ce sont les familles elles-mêmes qui ont exercé une pression, le témoin a répondu ainsi, toujours au transcrit 46. Oui. Quelquefois, il y avait des pressions exercées par la famille ou par la fille elle-même, parce que celle-ci ne voyait pas comment elle pourrait espérer avoir une vie sexuelle, sinon par le biais du mariage. Maintenant, au niveau de la connaissance de M. Alassane, aucune preuve ne permet non plus d'établir qu'il avait la connaissance d'un quelconque système et de la perpétration de violences sexuelles. Un témoin du procureur impliqué dans les programmes en lien avec les violences sexuelles est basé sur le genre à Tombouctou. Un juriste, un homme qui a témoigné qu'il était plutôt sympathisant à la cause des victimes, qui cherchait activement, à l'époque, des victimes, a lui-même affirmé que, sur les 7 cas de mariage forcé qu'il a documentés à Tombouctou en 2013, dans le cadre de ses activités, il considérait que 2 d'entre eux étaient des mariages précoces, c'est-à-dire que la femme n'avait pas 18 ans, et qu'il y avait eu consentement pour 4 autres. Une personne proche d'une témoin du procureur affirmera dans le cadre de la défense qu'un membre de sa famille ne s'est jamais plaint de mauvais traitements ou du fait qu'elle n'avait pas consenti à son mariage avec un membre du groupe. Monsieur le Président, honorable juge, si un activiste en droits humains qui cherchait activement des victimes de mariage forcé n'arrive pas à en trouver, si une personne proche d'une femme ayant été mariée à un membre des groupes en 2012 ne rapporte pas de plainte particulière de celle-ci, on ne peut s'attendre à ce que M. Alassane, en 2012, sache que des femmes étaient mariées de force à des membres d'Anne Sardine. Au sujet des violences sexuelles alléguées ayant eu lieu à la BMS, des témoins de la défense viendront également corroborer la preuve entendue à l'effet qu'il n'y avait pas connaissance de femmes détenues durant la période où la police islamique se trouvait à la BMS. M. Alassane ne pouvait être au courant de ce qui se déroulait à la BMS après son départ de cet endroit. Alors pourquoi autant de femmes ont affirmé avoir été forcées de se marier à Tombouctou et victimes de violences sexuelles? En fait, ce qui s'est passé, et selon le cas de la défense qui vous sera présenté,
c'est que les ONG se sont créées en urgence à Tombouctou suite à la crise de 2012. Elles n'étaient pas préparées à récolter des témoignages de potentielles victimes. Malgré les meilleures intentions, elles n'avaient ni la formation, ni les ressources nécessaires pour questionner des potentielles victimes et récolter leurs témoignages sans potentiellement contaminer la preuve. Les ONG ont utilisé des méthodes d'interview qui ne répondent pas aux standards judiciaires. Ont montré des photos, des vidéos, ont utilisé un langage précis qui ont contaminé les souvenirs et la preuve, potentiellement. Et c'est cette même preuve qui a été utilisée par le procureur dans ce dossier. Les témoins du procureur, en ce qui concerne les mariages forcés et les violences sexuelles, sont les mêmes qui ont été interrogés par les ONG à l'époque, avec les mêmes intermédiaires impliqués à l'époque. La défense présentera de la preuve à l'effet que certaines ONG se sont vues contraintes de gonfler leurs statistiques, de mentir sur le nombre réel de victimes, de pousser des femmes à adopter un langage de victime, afin de remplir les objectifs fixés par les bailleurs de fonds, qui financent et font vivre ces ONG. Certaines ONG conduisaient des sessions de préparation au témoignage, recadrant le langage à utiliser par les victimes ainsi que leur expérience. Un témoin du procureur a affirmé, lors de son contre-interrogatoire, en référant à la session de préparation conduite par une association de victimes avec elle, et je vais citer le transcrit 153 en anglais. Question. Madame Witness, I was asking if you meant earlier that when you said they would help us to say everything that had happened to us. Did you mean that they help you find the words? Réponse. Yes. What I told you, I just want to come back to that. If somebody helps you to say the words in the right way, to better interpret things, then I think that helps. They didn't help me in a pecuniary fashion with money, but they helped me to translate and interpret the words that we had to say. Les mots que nous devions dire. Un rapport de Freedom House, une organisation au financement américain qui était à Tombouctou à la suite des événements, souligne les problématiques rencontrées par l'Association de victimes WILDAF, une des organisations de victimes les plus actives à Tombouctou, selon le cas du procureur. Et je vais lire un extrait de ce rapport en anglais. During the documentation, WILDAF Mali reported encountering false victims' claims, noting that some interviewees were repeatedly inconsistent in relaying the facts, could not give specific details, seemed to be more concerned about receiving financial assistance, seemed to be giving influence responses, or whose interviewees provided witnesses could not confirm their experiences. Les victimes ont toutes été préparées par les mêmes ONG.
À défaut d'avoir instauré une méthodologie de travail visant à éliminer les risques de biais ou de contamination, la valeur probante de cette preuve se voit malheureusement affaiblie. Monsieur le Président, honorable juge, vous avez entendu des témoins du procureur raconter leur viol et les conditions de leur mariage avec des membres du groupe. Certains événements qui ont été racontés sont potentiellement arrivés, mais les circonstances dans lesquelles elles sont survenues ont été exagérées ou déformées, et ce, suite au processus par lequel les potentielles victimes sont passées au travers avec les ONG. Et je souligne sans que ces ONG aient eu de mauvaises intentions ou aient agi de manière délibérée. À la lumière de ces problématiques de potentielle contamination par les ONG, quel poids pourra être accordé au témoignage des témoins du procureur? Ces témoins ayant été interviewés à l'origine par ces ONG. Cette preuve, dont la valeur probante et l'indice de fiabilité est faible, ne devrait permettre de condamner M. Al-Hassan pour ces crimes. Et le simple risque de contamination et d'impact sur la fiabilité de la preuve ne devrait servir pour condamner un individu dans le cadre d'un procès pénal international. Et finalement, et je réitère, M. Al-Hassan ne pouvait avoir la connaissance ou l'intention requise pour arriver à un verdict de culpabilité sur ses chefs d'accusation. Cela conclut mon intervention. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames les juges, et avec votre permission, je cède la parole à ma consoeur, Maître Sarah Marinier-Doucet. Merci beaucoup, Maître Beaulieu-Doucet, pour votre brillante présentation. Et maintenant, je donne la parole à votre consoeur, Maître Marinier-Doucet. Marinier-Doucet. Vous avez la parole, Maître. Monsieur le Président, Mesdames les juges, Monsieur Al-Hassan a été torturé durant sa détention au Mali. Durant cette détention par les autorités maliennes, l'équipe du procureur de la CPI a rencontré M. Al-Hassan et a obtenu des déclarations de sa part. Ces déclarations ont formé la base de la requête pour un mandat d'arrestation, la confirmation des charges et le mémoire préalable au procès contre M. Al-Hassan. Dans le cadre du dossier de la défense démontrera que M. Al-Hassan a bien été torturé, que cette torture a eu un impact flagrant sur la fiabilité des déclarations et qu'aucun poids n'aurait dû être donné à ces déclarations et surtout aucun poids ne devra être donné à ces déclarations durant la détermination de la culpabilité de M. Al-Hassan. De mai 2017 à mars 2018, M. Al-Hassan était détenu à la sécurité d'État au Mali. Cet établissement est un lieu de détention jugé illégal, incommunicado, qui ne relève pas de la justice et au sein duquel aucun contrôle n'est permis, ni par les organes des Nations unies, ni par le Comité international de la Croix-Rouge. La précarité des conditions de détention en ce lieu n'est pas un secret, mais relève bien de la sphère publique. Ainsi, plusieurs rapports peuvent être cités qui supportent ces faits, notamment des rapports publiés par l'organisation Human Rights Watch et d'autres articles d'instituts de recherche indépendants. Ces articles coïncident avec la période où M. Al-Hassan était détenu à la sécurité d'État. Néanmoins, M. Al-Hassan était détenu en ce lieu durant près d'1 an avant qu'un mandat d'arrestation de la CPI ne soit émis et que son transfert ne soit effectué à La Haye.
Tout au long de cette année de détention, à la sécurité d'État, le procureur a rencontré M. Al-Hassan afin de l'interroger, pour un total de 19 journées d'interrogatoire. D'autres témoins du procureur, dans la même situation ou une situation similaire, ont aussi été rencontrés par le bureau du procureur dans le cadre de leurs enquêtes sur la situation du Mali. L'équipe de la défense vous démontrera, Monsieur le Président, Mesdames les juges, que les informations obtenues lors de ces interrogatoires n'ont pas l'indice de fiabilité nécessaire pour être retenues en preuve. La défense amènera des témoins factuels qui seront en mesure de corroborer les conditions de détention telles que décrites par M. Al-Hassan, ainsi que de discuter de la réalité pour les populations, notamment Touaregs, qui sont détenus à la sécurité d'État. Et afin de contextualiser le tout, la défense comptera sur plusieurs experts afin d'analyser les cicatrices toujours présentes sur le corps de M. Al-Hassan, de déterminer les effets d'une telle détention sur les capacités cognitives de M. Al-Hassan, et finalement, démontrer que les éléments de preuve obtenus au moment où M. Al-Hassan et d'autres témoins étaient détenus sous ces conditions ont un faible niveau de fiabilité. La défense souhaite le préciser. Elle n'avance pas que les enquêteurs de la CPI ont eux-mêmes torturé M. Al-Hassan ainsi que les autres détenus de la sécurité d'État. Il n'en était pas le cas. Toutefois, les procès-verbaux obtenus lors des entretiens des enquêteurs de la CPI avec les détenus de la sécurité d'État, pendant qu'ils étaient en constante situation de peur, de menaces, de coups, menottés, que la salle d'interrogatoire où avaient lieu les rencontres était elle-même supervisée par les gardes mêmes qui battaient les détenus, eh bien, ce contexte de peur ne disparaît pas et perdure au-delà du moment où les coups sont donnés. Une situation de peur, de stress incontrôlable, un traumatisme émotionnel, des effets PTSD peuvent mener à des déclarations fausses. Et la Chambre ne peut se fier sur ces déclarations afin d'arriver à un verdict de culpabilité. Plusieurs témoins de la défense démontreront qu'en 2017, à la veille de son arrestation par les forces Barkhane, M. Al-Hassan habitait avec sa famille à Zoro, un village à l'est de Tombouctou. Il était membre de l'Organisation du Congrès pour la justice dans l'Azawad, la CJA. Al-Hassan ne travaillait pas avec les organisations terroristes, au contraire. Le CJA, comme le démontreront plusieurs témoins, travaillait à la mise en œuvre de l'accord de paix de 2015. Une telle organisation n'aurait jamais accepté qu'un de ses membres ne soit aussi membre d'un groupe comme Al-Qaïda, puisque cela aurait été contraire à l'objectif même du CJA. M. Al-Hassan habitait donc Zoro, et cela, tout le monde le savait. Il ne vivait pas en se cachant. À la fois la représentation des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, et Barkhane savaient où il était et ce qu'il faisait, et même qu'à titre de membre du CJA, M. Al-Hassan collaborait avec les forces Barkhane et la MINUSMA. Les témoins confirmeront qu'à cette époque, M. Al-Hassan assistait les populations locales qui avaient besoin de se déplacer, comme il avait une voiture. Il amenait les gens malades aux hôpitaux les plus proches et mettait au profit des populations locales ses connaissances pharmacologiques. Pourtant, alors que M. Al-Hassan était en déplacement à Erentejef, un village toujours à l'est de Tombouctou, justement alors qu'il transportait une femme enceinte à un centre de santé, des hélicoptères sont descendus là où il se trouvait et ont embarqué M. Al-Hassan.
Il venait d'être arrêté par les forces Barkhane. Plusieurs témoins expliqueront avoir cherché à obtenir des informations quant à cette surprenante arrestation. Mais Barkhane n'a pas pu fournir d'explications quant aux raisons de son arrestation. D'ailleurs, il n'a jamais vu de juge ou été confronté à des documents de cour qui auraient pu justifier son arrestation et transfert aux autorités maliennes. Après un court séjour à la base de Tombouctou, il fut transporté à Gao avant d'être remis aux autorités maliennes. Plusieurs témoins démontreront que le simple transfert aux autorités maliennes est en soi une source de grand stress pour les Touaregs, puisque la réputation des traitements subis est bien connue. Plusieurs témoins de la défense corroborent le fait selon lequel la première journée à la sécurité d'État de M. Al-Hassan a été empreinte de violences physiques et psychologiques. Un présage de l'année qui allait suivre. Notamment, M. Al-Hassan, comme d'autres, a été forcé à rester debout pendant 8 à 9 heures et battu s'il tombait. Il a été battu avec un bâton, des câbles, des coups de poing. Il a eu plusieurs sessions de tabassage entre des sessions de repos. Il a subi la falaka, c'est-à-dire frapper la plante des pieds avec une canne. Il n'a pas pu boire d'eau. Il a subi plusieurs simulations d'exécution avec un fusil à la tempe. Il a vu d'autres prisonniers subir le même traitement, et notamment un co-détenu qui était gravement blessé. Suite à cette première journée, il a été détenu à la sécurité pendant près d'1 an dans une salle de détention sans fenêtre, sans accès au soleil, menotté pour plus de 4 mois, 24 heures sur 24, sans pouvoir parler à sa famille, et il était interrogé régulièrement tout au long de sa détention par différentes autorités, notamment les enquêteurs de la CPI. Des témoins corroboreront qu'il était amené aux rencontres avec les enquêteurs de la CPI avec un capuchon sur le visage. Et son transport vers les enquêteurs était assuré par les agents de la sécurité d'État, les mêmes qui le passaient à tabac et le maintenaient en situation de peur. En déterminant la force probante des déclarations prises par le procureur, le test est subjectif. Ce ne sont pas simplement les actions des enquêteurs qui permettent de déterminer la valeur probante des informations, mais la fiabilité selon les circonstances de la personne rencontrée. Je vous demande donc respectueusement, Monsieur le Président, Mesdames les juges, de vous mettre à la place de M. Al-Hassan. Vous vous trouvez en détention dans une petite salle, surpeuplée, sans lumière, sans toilette. On vous sort de cette pièce et la personne même qui vous a précédemment tabassé vous met un capuchon sur la tête. Vous savez être détenu dans un contexte hors la loi. Vous n'avez pas vu de juge depuis votre arrestation. On vous amène dans une voiture, toujours menottée, capuchonnée. Vous avez vu d'autres détenus disparaître et vous croyez fermement que vous allez mourir. Une prière est récitée dans votre tête. Le chauffeur vous insulte tout au long de la route. La voiture arrête. On vous sort de la voiture, toujours capuchonné, menotté. Une fois assis sur une chaise, on vous retire le capuchon, et alors que vos yeux s'habituent tranquillement à la lumière soudaine, vous remarquez que la personne qui a retiré votre capuchon est toujours le même homme responsable de vos blessures. Puis, face à vous, une table, comprenant un panel d'inconnus. Ce n'est pas la première fois que vous êtes amené à être interrogé, et dans ces sessions, les menaces, les coups étaient fréquents. Ça fait déjà presque 1 mois que vous êtes en détention sous la peur constante. L'interrogatoire débute.
Les déclarations faites une fois le capuchon retiré ne peuvent être considérées comme indépendantes des conditions de détention, des coups, de la faim, de la soif subie depuis des jours. Ces conditions affectent la valeur probante, la fiabilité des informations et, tel que le démontreront les témoins experts, la fiabilité même des mémoires et des décisions prises par M. Al-Hassan. Les témoins du procureur ont aussi corroboré les faits rapportés par M. Al-Hassan, notamment le témoin P626, qui était détenu à la sécurité d'État au moment de ses interrogatoires avec le procureur de la CPI. Lors de sa première rencontre avec le procureur, il était alors maintenu en confinement solitaire depuis 2 mois. Il n'avait pas vu de juge ni d'avocat. Il n'avait pas de contact avec le monde extérieur. Il était menotté 24 heures sur 24. D'ailleurs, il était toujours menotté à une des rencontres avec le procureur, puisqu'une d'elles avait brisé et ne pouvait être retirée. Les enquêteurs du procureur ont bien offert un avocat de permanence, un duty counsel, et lui ont lu ses droits selon l'article 55.2 du Statut de Rome. À la fois l'avocat de permanence et le témoin P626 se sont plaints des conditions de détention lorsqu'ils ont rencontré l'équipe du procureur. Et je cite le transcrit de son contre-interrogatoire en audience publique. Il s'agit du transcrit 144. Question. Monsieur le témoin, est-il exact que, après avoir décrit votre état de santé, vous avez insisté sur 2 choses: le contact avec votre famille et l'amélioration de vos conditions de détention? C'est comme ça que ça marchait. La défense compte sur des experts de premier plan afin de démontrer les effets psychologiques de ces conditions de détention sur M. Al-Hassan, les effets physiques et finalement l'impact de ces conditions sur les preuves obtenues par le procureur durant la détention de M. Al-Hassan. Les experts que nous présenterons sont très expérimentés dans la science de la torture, sur les raisons médicales et psychologiques pour lesquelles la torture et les traitements inhumains entachent irrévocablement toute déclaration subséquente. Catherine Porterfield est une experte en psychologie. Elle travaille depuis 1998 au NYU School of Medicine. Elle est spécialisée en évaluation et diagnostic de traumatismes liés notamment à la torture. Elle a produit plusieurs rapports cliniques concernant des individus détenus au sein de Black Site, notamment à Guantanamo Bay. Elle a publié plusieurs articles quant à l'analyse et le traitement de traumatisme et de la torture. Et elle a notamment participé à la rédaction du protocole d'Istanbul, le manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Après avoir passé plusieurs heures avec M. Al-Hassan à écouter le détail de ses conditions de détention,
d'arrestation et d'interrogatoire par les différentes autorités, Dr. Porterfield considère la situation de M. Al-Hassan comme étant très sévère. Elle considère M. Al-Hassan comme crédible dans sa description des symptômes, notamment puisqu'il n'exagère ni l'intensité ni la fréquence des symptômes. Dr. Porterfield a analysé les propos tenus par M. Al-Hassan aux enquêteurs de la CPI, ainsi que le dossier médical de M. Al-Hassan depuis son arrivée au centre pénitentiaire de la CPI. Et elle a déterminé que M. Al-Hassan souffre de troubles de stress post-traumatique avec symptômes dissociatifs. Suite à l'analyse clinique des propos tenus par M. Al-Hassan, Dr. Porterfield estime que M. Al-Hassan a des symptômes attribuables aux effets de la torture et de traitements cruels. Cette torture, selon Dr. Porterfield, inclut à la fois des abus directs et physiques, tels que les coups et les sessions de chiffonnage, de waterboarding, de rudes conditions de détention, ainsi que de la torture psychologique. Ceci a créé une situation de learned helplessness, impuissance acquise. Une situation où une personne qui continue d'être maintenue dans un environnement au sein duquel il a été torturé apprend que peu importe ce qu'il fait, il ne pourra échapper aux conditions coercitives. Dans cette situation, la victime arrête de se battre contre ses capteurs et peut alors accepter de faire de fausses déclarations parce qu'il a peur et même s'attend à avoir des préjudices supplémentaires. Dr. Porterfield sera en mesure de décrire le détail des éléments qui permettent de déterminer que M. Al-Hassan souffrait d'impuissance acquise au moment de ses interrogatoires avec le procureur de la CPI. Dr. Porterfield conclut dans son rapport, et je cite en anglais, "The multiple personnel and authorities handling Mr. Al-Hassan served as a trigger and reminder that he could be returned to the worst torture, including threat of being killed at any time. He developed a state of learned helplessness in relation to these interrogators and investigators. That is, a state of passive acquiescence and cooperation in order to minimize the risk of death or grave bodily harm. Thus, Mr. Al-Hassan's position in relation to his interrogators, including those who did not specifically torture him, was to view them as in complete control of him and able to return him to great suffering at any moment. L'expert Dr. Juliette Cohen est une médecin légiste. Elle a écrit plus de 1500 rapports concernant ces domaines de spécialisation, c'est-à-dire l'examen des victimes de violences liées à la torture, à la violence conjugale et le trafic pour fin de prostitution. Dr. Cohen est la directrice de la Fondation médicale Medical Legal Report Service. Tout au long de ses années d'expérience, Dr. Cohen a examiné une grande variété de populations provenant de différents coins du monde. Dr. Cohen témoignera quant à son examen de M. Al-Hassan en personne et sa révision du dossier médical de M. Al-Hassan depuis son transfert à La Haye. Dans le but d'analyser les cicatrices et lésions visibles sur le corps de M. Al-Hassan, dans le but de vérifier si celles-ci sont le résultat des sévices subis par M. Al-Hassan lors de sa détention. Sur les 31 lésions identifiées sur le corps, 12 sont considérées comme attribuables à la torture, avec 7 qui sont très cohérentes avec l'attribution de torture donnée, et 5 qui sont considérées comme cohérentes avec l'attribution de torture donnée.
Dr. Cohen conclut en son rapport, et je cite en anglais, I note that the lesions are widespread over the head and body and caused by a range of different methods of trauma. I have considered what is known of his past occupations and medical history. In my opinion, the overall evaluation is that the physical findings are highly consistent with the torture described. Dr. Cohen considère qu'il y a donc des preuves physiques sur le corps de M. Al-Hassan des agressions suivantes. Blessure à la bouche, avoir été frappé par un bâton à la tête, frappé à l'abdomen avec un câble, avoir été tabassé, l'abus du port de menottes, avoir été frappé au pied, avoir reçu des coups de pied à l'abdomen, frappé au bras et avoir subi la falaka. Finalement, l'expert Dr. Charles Morgan III, de par ses 30 ans d'expertise à titre de psychologue médico-légal, ayant rédigé des études scientifiques quant à l'impact du stress sur la neurobiologie humaine, ainsi que ses effets cognitifs sur la mémoire, sera en mesure de démontrer à la Chambre faite par un témoin
alors qu'il se trouve en situation de stress incontrôlable et qu'il cherche par tous les moyens à y mettre un terme. Je fais référence toujours au transcrit 144. Question. Monsieur le témoin, est-il exact que, après avoir rencontré le procureur malien et après votre transfert, il y a eu une amélioration considérable de votre condition? Réponse, c'est exact. Question. Est-ce que vous pensiez que l'accusation de la CPI, avait joué un rôle dans cette amélioration? Réponse. Oui, je le crois. Parce que j'ai insisté à de nombreuses reprises, je leur ai demandé de faire quelque chose. Et ils m'ont promis qu'ils diraient quelque chose au chef adjoint au sujet de cette question. Question. Monsieur le témoin, à la fin de cet entretien, on dit, et ces derniers jours, le fait que je me sens beaucoup à l'aise, je suis en train de réfléchir. Comment pourrais-je vous assister en ce qui concerne les informations? Vous venez de si loin pour récolter ces informations. Monsieur le témoin, est-il exact que vous aviez dit cela à l'accusation? Réponse. Oui. Question. Est-ce que c'est parce que vous étiez reconnaissant de l'assistance qui vous avait été apportée? Réponse. Oui. Le témoin P626 a donc affirmé que ses conditions s'étaient améliorées grâce aux actions du procureur, du moins selon lui, et il insiste ainsi qu'une fois ces conditions améliorées, il a cherché davantage comment il pourrait assister les enquêteurs de la CPI. Monsieur le Président, Mesdames les juges, les déclarations obtenues de témoins qui ont été détenus à la sécurité d'État n'ont pas l'indice de fiabilité nécessaire pour permettre un jugement de culpabilité de s'y fonder. Le dossier de la défense permettra de corroborer les faits liés aux conditions de détention de M. Al-Hassan, en plus de fournir un cadre conceptuel afin d'expliquer en quoi ces conditions affectent négativement la fiabilité des preuves obtenues dans ces circonstances. La défense démontrera que la culpabilité de M. Al-Hassan ne peut être décidée sur la base de déclarations qu'il a fait alors qu'il était maintenu dans des conditions attribuables à de la torture. Je vous remercie et je conclus ainsi les déclarations de la défense. Merci beaucoup, Maître Marie-Née Doucet. Alors, si j'ai bien compris, vous avez conclu, vous avez fini la déclaration liminaire de la défense. C'est bien ça, Maître Doucet, Maître Taylor? Yes, indeed, and thank you, Mr. President. Alors, il ne nous reste plus rien pour la journée. Je me tourne vers les parties. Monsieur le procureur, monsieur le représentant légaux des victimes. Voilà, alors il n'y a plus rien. Nous arrivons donc au terme de notre journée d'audience pour aujourd'hui. Avant de mettre fin à cette audience, je voudrais, comme d'habitude, remercier toutes les personnes qui ont participé activement à la réussite de cette journée, naturellement les parties et les participants, les sténotypistes et les interprètes, nos officiers de sécurité. Je remercie notre public dans la galerie et notre public au loin. Nous allons donc lever l'audience et nous reprendrons demain à 9h30 avec le premier témoin de la défense qui est le témoin 0020, Maître Taylor. C'est bien ça? Merci beaucoup, Maître Taylor. L'audience est levée. All rise, veuillez vous lever.